Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci au docteur Michel Péguy, qui a été pour nous tout au long de ces années un interlocuteur privilégié, indispensable. Comme vous l'imaginez, quand on s'occupe des destinées d'une collection comme la Pléiade, on a affaire avec ce que l'on appelle plus ou moins élégamment des ayants droit, c'est-à-dire les familles des auteurs dont on publie les œuvres. Les choses se passent toujours sur le long terme, enfin, en ce qui nous concerne en tout cas. Elles se passent souvent très bien, elles se sont rarement passées dans une telle confiance, dans une confiance telle que celle que nous avons pu instaurer avec Michel Péguy, qui, encore une fois, a accompagné cette édition aussi discrètement qu'attentivement. Voilà, donc, autour de moi, les mousquetaires de cette édition. Comme tous les mousquetaires, les trois mousquetaires sont toujours quatre, vous savez, le quatrième n'est pas là. Je vous représente brièvement donc Claire Daudin, qui n'est guère besoin de présenter. C'est lui qui a dirigé cette édition, dont vous connaissez les différents livres, que ce soit des récits, des romans ou des livres inclassables, comme en dernier lieu, je ne sais pas, mais à la fin de l'année dernière, les dernières nouvelles du Christ, aux éditions du Cerf, est connu également, et notamment de nous à la Pléiade, pour ses essais, des essais sur des auteurs qui nous intéressent et qui figurent déjà à notre catalogue. Bernanos, en 98, Bernanos, Une parole libre, et puis un grand essai sur trois hommes qu'on aimerait voir réunis dans une pièce. On fermerait la porte et on verrait qui sort, qui survit à leur conversation. Péguy, Bernanos, Mauriac, Dieu a-t-il besoin de l'écrivain en 2006. Parmi les éditeurs de cette question, Pauline Brulet, à ma gauche, maître de conférence à l'Université d'Angers, qui s'intéresse, alors c'est assez curieux parce que vous ne devez pas être très nombreux, à des auteurs dont on ne parle plus guère aujourd'hui. Anatole France a été plus grand qu'il n'est. C'est curieux, ça arrive à des auteurs très bien. Il y a 4 volumes d'Anatole France à la Pléiade, mais les gens ne se bousculent pas, je crois, pour parler d'Anatole France aujourd'hui. Et vous travaillez aussi, je l'ai vu, sur André Suarez, qui est un auteur j'ai oublié, mais a-t-il jamais vraiment été très connu, très lié à la NRF, et dont il faut absolument lire les portraits recueillis de manière posthume, Âmes et visages, par exemple, ou le 2e tome dont le titre m'échappe. Voilà. Vous avez consacré votre thèse à la rhétorique et au style dans la prose de Charles Péguy. Ça ne prépare pas forcément à collaborer à une édition des œuvres poétiques, mais enfin, bon, on connaît de vous aussi des articles sur les manuscrits d'Ève, etc., et vous avez donc notamment, pour ce volume, édité, mais pas seulement, ce grand massif Ève. Jérôme Roger, professeur à l'université Bordeaux 3, connu aussi bien pour ses travaux sur Péguy que sur Henri Michaud, auquel il a consacré au moins j'ai 2 livres en tête, un foliothèque, les petits volumes de présentation très utiles sur Équador et sur un barbare en Asie, et aussi un essai, Henri Michaud, Poésie pour savoir, il y a quelques années déjà, enfin en 2000 ou quelque chose comme ça, voilà. Et qui a dirigé différents ouvrages collectifs et en tout dernier lieu le très beau numéro de la revue Europe qui est daté août-septembre de cette année et qui est pour la première fois chez Europe consacré à Péguy. Romain Westermann, enfin, le 4e mousquetaire absent aujourd'hui, donc qui a beaucoup travaillé, notamment sur des aspects historiques et d'histoire littéraire, qui a à son actif une quantité d'articles sur Péguy et qui a co-dirigé il y a 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, un colloque international sur Jeanne d'Arc en littérature, en prose, poésie et théâtre. Ça le prédisposait naturellement à être l'éditeur de la première Jeanne d'Arc de ce volume, la Jeanne d'Arc de 1897, qui fait l'ouverture du volume que nous vous présentons aujourd'hui. Un mot, donc, le docteur Péguy a bien voulu rappeler les relations anciennes, mais il faut bien le dire posthume, entre Péguy et Gallimard, puisque entre les cahiers et les cahiers de la quinzaine et la Nouvelle Revue Française, il y a des familles d'esprit qui sans doute ne communiaient pas. Bon. Péguy devient un auteur de la NRF peu après sa mort, et à la demande donc de Madame Charles Péguy, Gaston Gallimard entreprend pendant la guerre même une édition dite des œuvres complètes, qui nécessiteront des compléments plus tard. Et le premier tome paraît en pleine guerre. Le premier tome, c'est le tome 4, en fait. Mais enfin, bon, c'est le premier volume à paraître. Il paraît dès 1916, pendant la guerre. De même, la première Pléiade consacrée à Péguy, déjà les œuvres poétiques, paraît pendant une autre guerre, 1941. 1941, où la famille de Charles Péguy demande
à Gaston Gallimard, qui songeait déjà depuis quelque temps à commander à François Porchet, notamment un essai sur Péguy, lui commande une édition des œuvres poétiques, et là se produit une décision historique dont nous sommes encore les héritiers, c'est-à-dire que l'œuvre poétique paraît, contrairement à ce qui se passe dans les œuvres complètes, l'œuvre poétique paraît sans la prose, c'est-à-dire qu'on choisit l'œuvre poétique. Il est évident que pour pouvoir obtenir du papier et passer les 2 censures de guerre en 1941, les œuvres poétiques de Péguy pouvaient sans doute passer ces différents obstacles plus facilement que bon nombre de ces œuvres en prose qui, à l'évidence, n'auraient pas franchi l'obstacle. Hein, ça, c'est une évidence. Et donc, voilà, 41, première édition des œuvres poétiques, avec révélation déjà de textes peu connus ou inconnus, ou publiés après la mort de Péguy. Et puis, il y a les œuvres en prose vont rattraper dans les années 50, 57-59, Marcel Péguy. Il y a eu 2 frères Péguy éditeurs, Pierre Péguy et Marcel Péguy. Et Marcel Péguy, en 57 et en 59, propose une première édition des œuvres en prose, qui va être remplacée par celle que citait tout à l'heure Michel Péguy, et qui est l'édition de référence due à Robert Burac, édition strictement chronologique des œuvres en prose, en 3 volumes, entre 87 et 92. Œuvres en prose, donc, deviennent complètes. On affiche l'adjectif complète au titre du volume, ce qui n'était pas le cas auparavant, alors qu'il y a une démarche inverse pour les œuvres poétiques. Voilà, donc on le voit, cette séparation de la prose et de la poésie chez Péguy, sur laquelle il faudra revenir, parce que c'est moins simple que ça, est due à des circonstances historiques. Il n'empêche qu'elle n'est pas totalement étrangère à Péguy lui-même, puisque Péguy publie en 14 une anthologie de son œuvre poétique, dans laquelle il ne retient que du vers, et que du vers régulier, si je ne me trompe. Je crois qu'il n'y a pas de vers libre. Pour lui, c'est ce vers classique qui fait le poète. Donc, il identifiait déjà une veine strictement poétique dans son œuvre. Et puis, il faut aussi admettre une chose, c'est-à-dire que nous, éditeurs, on fabrique des objets. Ces objets, ils sont faits pour servir, non pas seulement pour travailler, ça peut aider pour travailler, mais sont aussi des objets de plaisir. Et donc, il y a un critère qui est la lisibilité. Et il y a certaines œuvres pour lesquelles on peut s'interroger sur le parti. Pour Henri Michaud, par exemple, on ne s'est pas interrogé. Il aurait été absurde de chercher à distinguer chez Michaud ce qui est poétique de ce qui ne l'est pas. Et Raymond Bellour, le collègue de Jérôme Roger qui s'est chargé de l'édition, a évidemment d'emblée écarté la perspective d'un classement générique. Il va de soi que quand on publie Diderot, eh bien, ça se passe différemment. C'est-à-dire que si on veut mettre tout Diderot bout à bout dans l'ordre chronologique, on se heurte à des problèmes éditoriaux monstrueux, et surtout, on offre une édition qui n'est guère lisible. J'ai tendance à penser que les circonstances historiques qui nous ont conduits à séparer la prose et la poésie et l'œuvre dramatique, il faudra s'entendre sur ces termes, n'est pas un mal au fond, et qu'elle nous offre un sommaire qui, tout en étant cette fois strictement chronologique, offre une grande lisibilité et met en évidence les grands massifs dans cette œuvre. Édition chronologique, donc, je le disais, l'édition cette fois, alors que l'ancienne était constituée de 2 sections qui donnaient d'une part les œuvres publiées par Péguy, de l'autre les œuvres posthumes. Cette fois, tout figure dans ce volume dans l'ordre de la rédaction. C'est une œuvre du coup totalement différente qui est offerte au public. Il va de soi que la première logique était totalement légitime, c'est-à-dire qu'on était dans une logique testamentaire, quelques 25 ans après la mort de l'auteur. On tient compte, l'œuvre est encore un projet qui appartient à son auteur, et on en tient compte, c'est-à-dire qu'on rejette la partie posthume de l'œuvre, considérable, dans le cas de Péguy, une moitié environ. On rejette ça dans une section 2, qui est une section où les œuvres sont accessibles, mais où elles ne sont pas en situation. Aujourd'hui, notre logique est différente. Elle est esthétique, elle est génétique, elle est intellectuelle. On est 100 ans après. Il est parfaitement légitime que notre regard change sur cette œuvre, et il est donc parfaitement légitime qu'on vous propose un plan totalement nouveau, pas seulement un plan nouveau, un nouvel établissement des textes, qu'il soit publié d'après les cahiers de la quinzaine ou d'après les manuscrits, et évidemment un nouvel appareil critique qui n'est pas du tout revu, augmenté, qui est entièrement nouveau, et dont les auteurs sont autour de moi. Et enfin, il y a un point très particulier que nous rencontrons souvent à la Pléiade et qui s'applique particulièrement à Péguy, c'est qu'il fallait avec lui éditer un auteur, un poète et un auteur dramatique, éditeur de ses propres œuvres. Ça n'est pas fréquent, mais ça arrive. Ronsard a été sa vie durant un éditeur forcené de ses propres œuvres, c'est-à-dire qu'il a donné édition, réédition, etc. sans cesse. Mais Péguy, c'était évidemment le cas. C'est-à-dire qu'il y a dans l'œuvre de Péguy des particularités graphiques, orthographiques ou typographiques et de présentation, plus généralement,
qui ne sont là que parce qu'il faisait la pluie et le beau temps. Qu'aucun éditeur de son temps n'aurait probablement laissé passer s'il s'était agi de travailler dans le cadre d'un contrat habituel. Alors vous me direz qu'un Claudel parvient à imposer aussi des choses, et y compris à la NRF. Gaston Gallimard passait tout à Claudel, d'une certaine manière. Mais nous avons voulu tenir compte de ça. Ça n'était pas tellement le cas dans les éditions précédentes. Et donc, cette fois, pour différents aspects, différentes bizarreries, y compris et surtout pour les bizarreries que l'on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'il y a des signes de suspension qui sont des tirets au lieu d'être des points? Pourquoi est-ce qu'il y en a 4 au lieu de 3? Pourquoi est-ce que certains silences sont marqués par des silences et d'autres par une ligne de... Pourquoi? Enfin, voilà, des choses. Quand on ne comprend pas, il faut que le doute profite à l'auteur. Et donc, nous avons, pour la première fois, respecté ces particularités. De même que nous avons respecté une des grandes, c'est vraiment un sujet bien connu, mais une des grandes spécificités de certaines œuvres de Péguy, et notamment de la Jeanne d'Arc de 97, qui sont les fameux blancs, ces blancs gigantesques, dont le sens nous échappe parfois, blancs qui entourent ou pas des didascalies. Et donc, vous savez que l'œuvre est ponctuée sans cesse de silence. Il y a des silences, un assez court silence, un long silence, un assez long silence, un très long silence quelquefois. Et il arrive que ce très long silence soit seul sur sa page. Moi, j'ai toujours en mémoire ce que nous disait Julien Gracq quand il avait reçu les épreuves du premier volume de son œuvre, dans lequel il y avait Liberté Grande. Liberté Grande, c'est un texte découpé chez Corty avec des lignes de blanc. Il disait, vous avez respecté les lignes de blanc de chez Corty, mais comme votre édition n'a pas la même présentation, j'ai l'air d'avoir écrit des fragments. Donc réduisons les blancs d'une certaine manière pour que l'effet soit le même, mais pas la valeur évidemment de ces blancs. Eh bien, on a procédé de la même manière avec le souvenir de cette réflexion de Julien Gracq, éditeur attentif aussi de ses propres œuvres, de sorte que vous ne trouverez pas des pages de blanc entières, mais vous trouverez parfois, de part et d'autre, d'un très long silence, au lieu de la demi-ligne habituelle, 3, 4 ou 5 lignes de blanc. Et vous trouverez aussi que c'est à des endroits où finalement, lorsque ce blanc est respecté, ça fait sens. C'est-à-dire que ce blanc, c'est une didascalie, c'est du texte, c'est le moment où Jeanne d'Arc se tait et où, après, c'est chez nous donc 5 ou 6 lignes de blanc, son interlocuteur lui dit « Mais Jeanne, tu faisais ta prière ?» Où c'est, évidemment, le passage très célèbre, où après un très long silence, au moment où elle va quitter, peu avant de quitter Don Rémy, après cette page de blanc, le premier vers de la page suivante, c'est « Adieu, Meuse, endormeuse et douce à mon enfance », évidemment. C'est-à-dire que dans ce blanc, Jeanne a déjà, comme elle dit, commencé sa partance. Et donc là, il y a du sens. Et il était intéressant de respecter ça. On a pris un peu de temps pour le faire. C'était un peu compliqué à faire. Ça ne répond pas à des règles typographiques extrêmes. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Ce ne sont pas des facsimilés. Nous n'avons pas le format. Vous connaissez le format de la Jeanne d'Arc de 97. C'est un grand livre. Nous ne pouvons pas le reproduire à l'identique, mais nous pouvons traduire ces choses-là. Je voudrais qu'on revienne avec Claire Dodin, si elle le veut bien, sur la question du titre de l'édition. La précédente édition, c'était des œuvres poétiques complètes. Là, nous sommes dans des œuvres poétiques et dramatiques. Et parfois, à la Pléiade, je pense à Vigny. On a un volume comparable d'Alfred de Vigny, comparable, si on peut comparer Vigny et Péguy, où on a la poésie et l'œuvre théâtrale. Eh bien, on a 2 sections dans le volume. Ici, on n'a pas ces sections, et j'ai le sentiment que la valeur du « et » dans poétique et dramatique n'est pas la même que chez Vigny. J'ai le sentiment qu'il y a une unité de ce volume. Ce titre, vous l'avez choisi, de même que l'organisation, vous l'avez voulu. Nous ne vous l'avons en aucun cas imposé. Ça a fait l'objet d'une réflexion entre nous, et c'est plusieurs mois après le début de l'entreprise que vous avez opté à la fois pour ce titre et pour cette organisation, les choses étant liées. Et peut-être pourriez-vous nous dire un mot de cette bipartition apparente, qui est une unité profonde. Tout à fait, merci de m'interroger sur ce point précis. En effet, on a une image de Péguy poète parce qu'on a en mémoire quelques vers, quelques alexandrins bien connus. Mais l'œuvre de Péguy écrivain, elle est multiforme. Et ce que nous appelons sa poésie a une dimension théâtrale qui est patente et qu'il convenait de rappeler, de mettre en avant, non seulement parce qu'il y a des textes qui ont été écrits pour le théâtre. La première Jeanne d'Arc, dont M. Pradier vient de parler, est un drame en 3 pièces. Certes, un drame qui contient déjà des vers fameux, l'adieu à la Meuse est très connu, mais c'est un texte écrit pour être joué avec des personnages, des pièces, des didascalies. Et si on pense également au mystère
que Peggy a écrit beaucoup plus tard, eh bien, ces textes qui sont écrits en vers libre sont également, de par le genre dont ils se réclament, le mystère, qui est un genre dramatique médiéval, se rattachent au théâtre. Et ce n'est pas parce qu'une seule voix se fait entendre, celle de Madame Gervaise, qu'il faut oublier que Madame Gervaise rentre, c'est la didascalie sur laquelle s'ouvre le porche du mystère de la deuxième vertu. Madame Gervaise, c'est bien un personnage, c'est donc une comédienne qui va prêter son corps, sa voix à Dieu, puisque immédiatement elle déclare Dieu dit, et que le texte qui suit est à la fois un discours de Dieu, mais également une parole proférée par ce personnage féminin qui est bien là devant nous et qui est écouté par Jeannette, la petite Jeannette, qui est quasiment muette dans les 2 derniers mystères, mais qui est néanmoins une présence également. Donc, rappeler la dimension dramatique de la poésie de Peggy, c'était très important. Et amener aussi le lecteur à être sensible à cette voix qui s'exprime, qui retentit dans les écrits poétiques de Peggy. C'est un des axes qui a guidé notre travail. Oui, est-ce qu'on peut dire que Peggy est respectueux des formes de son temps? Il ne semble pas, c'est-à-dire que pour lui, la question des formes dramatiques ou des formes poétiques, alors même qu'il est l'auteur de poèmes réguliers et de formes régulières, il semble néanmoins tout de même avoir besoin de pulvériser un peu ses habitudes. Oui, tout à fait. Peggy a un rapport avec les genres qui est très particulier, que ce soit d'ailleurs en prose ou en poésie. Et quand on regarde les titres de ses œuvres, quand il écrit des dialogues, en fait, il n'y a jamais qu'une voix qui déroule un long discours. Des notes, on pourrait penser qu'il s'agit de textes brefs, et ce sont des essais qui n'en finissent pas. Donc Peggy joue constamment avec les genres constitués. Et son écriture, effectivement, pulvérise tout cela. Il n'a que faire de s'inscrire dans un code littéraire. Et au contraire, c'est ça aussi qui fait pour nous le plaisir de la lecture, c'est qu'il y a quand même une fantaisie extraordinaire. Il y a un texte dont peut-être on parlera tout à l'heure, qui est la chanson du roi d'Agobert, qui à cet égard est vraiment tout à fait révélateur, puisqu'on a à la fois une chanson populaire, des vers, de la prose, des dialogues, et tout cela fait une espèce de farce avec une forte dimension satirique et aussi beaucoup de mélancolie et d'humour. C'est absolument inclassable, mais c'est vraiment de la création littéraire. C'est ça, oui, c'est inclassable. Et ce caractère transgenre, d'une certaine manière, confère une unité à ce volume. On n'a pas de terme, on n'a pas un adjectif unique qui puisse définir, mais néanmoins, à travers cet adjectif poétique et dramatique, donc, vraiment, ce et n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il y a tout est dramatisé, en somme, chez Peggy, y compris dans les formes. Alors, il n'empêche que Peggy est aussi un poète et que quand il se met à choisir dans son œuvre poétique un ensemble de textes, il ne choisit que du vers régulier, c'est-à-dire que dans son esprit, et vous le dites dans votre préface, et Pauline Bruley a eu à le montrer aussi dans les différentes notices, puisque ce que vous avez édité, ce sont des textes en vers réguliers. C'est le vers pour lui qui fait le poète. C'est tout de même assez étonnant. C'est-à-dire comment est-ce que il exclut, donc, faut-il comprendre qu'il exclut de son œuvre poétique au sens strict les pages somptueuses des mystères en vers libre. Dites-nous quelque chose de ce problème du vers classique, ou pas, chez Peggy. Alors, c'est sûr que pour Peggy, au départ, le vers doit être un vers métrique, c'est-à-dire avec des retours du même nombre de syllabes. Ce sont d'ailleurs des vers extrêmement réguliers, mais il ne se met pas immédiatement à écrire justement en vers métrique. Il y a quelques vers réguliers dans son théâtre, mais ce n'est pas du tout la forme qui domine. Et puis, quand il édite un cahier d'André Spire, qui est un de ses grands amis, un cahier en vers libre qui s'intitule « Et vous riez », Peggy se déclare un partisan irréductible du vers régulier. Et ça, Jérôme Roger en parle aussi dans sa notice sur les balades du cœur qui ont tant battu. Donc, il y a effectivement cet imaginaire de la poésie comme d'une poésie d'abord régulière. Mais il y a un surgissement du vers libre chez Peggy qui se fait peu à peu
jusqu'aux mystères. Ces mystères qui partent justement du théâtre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une forme de partage entre les deux types de vers dans l'œuvre de Péguy et dans son imaginaire aussi de la parole. Les vers libres des mystères sont peut-être plus liés à la dimension dialogique de son œuvre, à la dimension polyphonique. C'est donc quelque chose d'assez dramatique puisque ce sont des échanges de paroles, même si finalement Madame Gervaise va rentrer seule. Il y a vraiment intégration du monologue du père, etc. dans le porche. Donc c'est une parole qui est peut-être plus dialogique, tandis que l'avènement du vers régulier va correspondre chez lui à quelque chose qui est de l'ordre de la prière communautaire et à l'intériorisation de la parole. C'est paradoxalement, quand il intériorise sa parole, qu'il en fait quelque chose d'extraordinairement intime, qu'il rejoint le plus communautaire, le plus collectif, qui est finalement le cantique, la prière, l'hymne, comme cela va être le cas dans les tapisseries qu'il publiera. Et il me semble que dans l'anthologie de 1914, c'est à cette œuvre-là qu'il est peut-être le plus attaché, comme représentant son génie propre à ce moment-là. Je pense qu'il y a dû y avoir aussi des contraintes éditoriales chez Ollendorff. Ce sont des choses qui arrivent, oui. Voilà. Les contraintes éditoriales. Oui. Ça permet de gloser 100 ans plus tard sur des raisons esthétiques, alors que les contraintes sont éditoriales. Oui, il y en a effectivement. Est-ce que ce qui est constant dans la préoccupation de Péguy, c'était pas la question du rythme aussi, dans la prose, aussi bien que dans le vers libre ou dans le vers? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, Péguy a un rythme intérieur, ça c'est sûr, mais il cherche aussi son rythme. Alors, son rythme intérieur, ça va être la marche, puisqu'il aimait bien dire des vers en marchant. Par exemple, dans Victor-Marie Comte Hugo, il raconte comment, avec son ami Daniel Halévy, eh bien, ils vont réciter ensemble des poèmes de Hugo, l'un accompagnant l'autre et l'autre raccompagnant le premier, sans pouvoir s'arrêter. C'est vraiment une époque où la mémoire déroule des milliers de vers. Donc il y a effectivement ce rythme du vers qui fait que le vers de Péguy sera extraordinairement régulier. Et il avait une manière de réciter les vers que François Porcher appelait solfier, ce qui nous étonnerait énormément. Péguy, aujourd'hui, aurait peut-être une diction certainement très conservatrice, hein, mais qui aurait tendance à écraser un peu, si j'ose dire, tout ce qui est de l'ordre de la voyelle, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est très attaché aux consonnes aussi. Ça, c'est vraiment la description qu'en donne François Porcher. Malheureusement, nous n'avons pas d'enregistrement de la voix de Péguy comme cela s'est fait à la même époque pour d'autres poètes. Et puis, il y a une autre chose, c'est que Péguy cherche son rythme également dans son vers libre. Et c'est absolument magnifique de voir comment, dans le porche, et Claire Dodin en parlerait mieux que moi, il crée des cellules rythmiques, des modèles de vers libre, qui font qu'il va essayer de trouver une mesure. Donc il y a toujours chez Péguy cette tension entre le jaillissement créateur et la mesure de l'ouvrage bien fait qu'il trouve peu à peu. Oui, c'est vraiment frappant hein, dans certains mystères. J'ai noté ces vers là du mystère des Saints Innocents où on passe de 16 syllabes pour le premier vers à 14, puis à des vers plus courts, 4 vers simplement. Terre antique consacrée. Terre antique cernée d'un infranchissable sable, désert aux plis infranchissables, tu as été franchi 3 fois. Terre antique, 3 fois ton roi a trouvé le chemin de ton cœur. Voilà, il y a là une musique véritablement extraordinaire. Et je crois ce sont des vers du mystère des Saints Innocents, n'est-ce pas? Jérôme Roger, vous aussi, vous avez édité des œuvres en vers, pas seulement, mais des œuvres en vers, et notamment les fameuses, je ne sais pas si le terme, les ballades du cœur, qui a-t-on battu, ballades qui, soudain, donc, d'une édition à l'autre, se trouvent passées au pluriel. Alors, on peut imaginer qu'on va en trouver 2, hein, puisque on sait qu'il y avait un projet d'une ballade de la peine, une ballade de la grâce, mais non, on n'en trouve pas 2. Avec Jérôme Roger, nous avons 5 ballades, un pluriel, lié évidemment au destin de cette œuvre posthume, hein, une œuvre que Péguy n'a pas publiée pour différentes raisons, et qui, je trouve, qui est centrale chez nous. Elle est à peu près au centre du volume. Elle est à sa place. Elle est à la place de sa rédaction et non pas en appendice au prétexte qu'elle a été découverte ou divulguée tardivement. Et elle illustre bien, me semble-t-il, un des principes de cette édition qui est de renoncer à toute
reconstruction d'œuvres inachevées ou inachevables, ou en tout cas posthumes, de présenter les pièces du dossier et d'être au plus près des états manuscrits. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette balade devenue balade au pluriel? Oui, c'est vrai que pour le prix d'une, vous en avez 5. Je plaisante. Non, 5 balades, en fait, ça correspond, pas rentrer trop dans la technique de l'éditeur qui découvre lui-même les problèmes et qui est dans les manuscrits, en consultant les manuscrits. Il se trouve que Péguy a laissé un fichier, en réalité, qui n'a été découvert que tardivement par un chercheur auquel il faut rendre hommage, qui est Jean Unimus, en 1954. Et ce fichier révélait tout simplement que Péguy avait envisagé très clairement 5 moments, 5 séquences que Onimus appelle des blocs, des séquences. Et en approfondissant cette hypothèse que Onimus n'a pas mené jusqu'à son terme, parce qu'il écrivait une introduction au quatrain, en approfondissant, en allant jusqu'au bout de cette hypothèse, on découvre qu'effectivement, il y a 5 modes. Alors, j'allais introduire la notion de la musique, là. 5 modes musicaux, appelons-les comme ça, qui font qu'il n'y a pas une seule balade, ni 2 d'ailleurs, comme Péguy l'avait envisagé, il l'avait déclaré à des interlocuteurs, hein, de la grâce d'une part, de la peine d'autre part. Donc il faut dire, et j'introduis aussi une précision, il faut dire que Péguy, avec ses proches, a parlé de cette œuvre qui lui tenait évidemment, à qui il accordait la plus grande importance. Mais il en a parlé en variant sur les titres, en disant par exemple, ça sera la balade du cœur qui a tant battu. Ce sera mon livre des balades. Ce sera le livre du cœur charnel, d'ailleurs. Il y a aussi cela. Et puis, la réalité du manuscrit, donc, à laquelle il faut se rendre quand on établit un texte, c'est bien 5 pièces. Et ça n'étonne pas beaucoup, parce que ça rejoint la question de la multiplicité. Péguy n'est pas enfermé dans une seule forme, d'une part, et puis pas non plus dans l'idée qu'il y aurait d'une part la peine et d'autre part la grâce. Mais j'introduirai donc un peu plus tard, si vous le voulez, ou tout de suite, la raison d'être de ces balades, c'est qu'elles sont entièrement écrites, elles sont dédiées donc à la personne qui a bouleversé sa vie dans la deuxième partie de sa vie, qui s'appelle Blanche Raphaël. Et donc ces 5 balades correspondent à une confession qu'il se fait à lui-même, à une supplication. Pauline a parlé tout à l'heure des hymnes. Moi, je parlerai plutôt de psaumes. D'ailleurs, Péguy va jusque-là. Hein. Mes humbles psaumes, dit-il à la fin. Nos humbles psaumes. Alors, j'aborde un autre point, c'est l'énonciation. Quel est ce « nos », ce « nous » Péguy pourrait se confesser en disant « je vous raconte mon histoire », pourrait s'adresser à la femme aimée. Bon. Et en fait, c'est un « nous » qui gouverne entièrement ces balades. Alors, ce « nous », est-ce que c'est le couple idéal? Est-ce que c'est un « nous » beaucoup plus large qu'on trouve dans notre jeunesse? Pourquoi pas, d'ailleurs, hein. C'est le « nous » de la collectivité. Péguy lit l'histoire à travers sa propre histoire intime. C'est pour ça que c'est une œuvre profondément charnelle, enfin, de ce point de vue-là. Et alors, la question de la balade aussi, il faut peut-être en dire un mot, parce que ce mot ne tombe pas, là, pour le coup, abstraitement. Non, balade, et ça rejoint peut-être la pluralité, c'est que Péguy, pratiquant là, dans cette œuvre de crise profonde, une anamnèse de la poésie, hein, on a parlé de Péguy lisant Hugo avec Halévy, mais Péguy, c'est quelqu'un qui avait mémorisé absolument une grande part de la poésie française, hein. Et donc ces balades, elles sont passées dans son esprit par tout un cheminement critique. Hein. Péguy, quelqu'un est un créateur génial, bien sûr, mais il sait ce qu'il fait, il critique ce qu'il fait. Et donc, les balades avant lui, il y a eu Victor Hugo, il y a eu Ronsard, peut-être, et il y a eu Villon. Et ces balades, c'est évidemment, me semble-t-il, enfin, on pourra peut-être contester, mais c'est évidemment les balades du temps jadis, avec tout ce que Villon charrie d'enseignement, d'admiration pour tous les professeurs qui lui enseignaient la littérature médiévale lorsqu'il était sur les bancs de l'école normale. Avec un point de rencontre formel aussi, c'est l'acrostiche. Alors oui, bien sûr, puisque j'ai parlé François Villon cette fois, mais c'est... Absolument. Donc l'une des preuves qui tendra à confirmer qu'on est dans la grande tradition, entre guillemets, courtoise,
et en même temps la grande pudeur, si vous voulez, parce que ces confessions sont tout sauf narcissiques, enfin, pour employer un anachronisme. Effectivement, c'est un acrostiche qu'il adresse, acrostiche dont évidemment chacune des lettres qui commencent le vers commence par ces lettres BL, Blanche, Raphaël. Donc c'est un acrostiche qui s'insère, que j'ai signalé dans l'édition. Alors, pour un mot encore, pour présenter ces ballades, 5 ballades, évidemment, elles ne sont pas identiques, elles sont de volumes variables, et chacune a sa tonalité. J'ai essayé, pour vous en donner peut-être un aperçu, mais c'est tout à fait subjectif, hein. La première ballade serait centrée sur ce que Péguy appelle lui-même la comédie des masques, la comédie sociale, la comédie des masques, où on trouve la présence de Tartuffe, une espèce de confrontation avec soi-même, quel masque ai-je joué dans ma vie, etc. La seconde ballade serait plutôt tournée vers la hantise de la mort et sous l'invocation de Villon. Frères aux humains, enfin, c'est vraiment le testament, enfin, c'est vraiment la relecture du testament de Villon. La troisième, ce serait plutôt la déroute des épopées, hein. Péguy, c'était vraiment l'esprit épique. Si quelqu'un a eu la tête épique, c'est bien Péguy, hein. En tout cas, toute sa jeunesse. Et c'est l'effondrement de tous ces idéaux, de toutes... Hein, Péguy le dit vraiment à Pélouan, hein, mon système de valeurs était complètement effondré, s'est complètement effondré au cours de cette année 1911-1912. Donc la déroute des épopées avec le passage à la moulinette, pour parler vulgairement des châtiments. On n'a jamais vu les châtiments traités de cette manière, à la fois dans l'admiration et dans l'iconoclasme, on pourrait dire, hein. La quatrième, ce serait moins connue, mais à mon avis celle qui élève aussi, qui donne cette respiration, c'est la procession désopilante des vertus cardinales et des vertus théologales, hein. C'est dans une espèce d'esprit rabelaisien, on pourrait dire, tout à fait savoureuse. Et puis la cinquième, c'est le bonheur enfui, enfin l'enfant bonheur qui s'enfuit, enfin sur une tonalité un peu verlainienne, si vous voulez. Donc ce cœur qui a tant battu, qui s'est tant battu, voilà, ne saurait se dire sur le mode de l'unité. C'est une pluralité, un éclatement, comme Claire l'a dit tout à l'heure, mais tenu, et je termine là-dessus, tenu par cette cellule rythmique dont il a eu l'idée lumineuse, dont il le dit à Lot, cette cellule rythmique 6-4, 6-4, un vers assez inusité, me semble-t-il, hein, assez inusité, qui donne ceci, puis je termine pour vous faire entendre, hein, donc dans la première ballade, « Cœur, tu n'es qu'un théâtre, mais on y joue dans les décors de plâtre un drame fou. » Deuxième ballade, « Halluciné d'amour, cœur fou, cœur sage, guériras-tu un jour de cet orage ?» Ballade 5, qui peut-être englobe tout, « Et la littérature au cardinal, mais au théologal, nos signatures. » Donc la signature, ce n'est pas de la littérature. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire à propos des ballades. Il faut donc insister sur les choix éditoriaux, hein. C'est pas inintéressant de parler parce que Oui. Là, l'éditeur fait l'œuvre, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire Oui. qu'il la recueille et Oui. il décide de son sort, c'est-à-dire il décide de sa présentation. Et c'est à proprement parler une œuvre inachevable, c'est-à-dire que personne ne peut dire ce que Péguy aurait voulu. On peut faire des hypothèses, et on en a fait, on n'a pas manqué d'en faire, de nombreuses. Oui. On peut même tirer des conclusions éditoriales de cette hypothèse, et à ce moment-là, on se substitue, on joue les viols et le duc. Mais on peut aussi choisir, encore une fois, je le disais en commençant, le doute doit profiter à l'auteur. C'est-à-dire qu'on peut choisir, faute d'avoir des indications suffisantes pour achever le travail. Quand Victor Hugo n'est pas là pour donner le bon à tirer des Misérables, mais qu'il y a une correspondance de je ne sais de combien de dizaines de lettres où il dit précisément remplacer tel adverbe par tel autre, tel nom doit être réduit à une initiale, tel autre doit apparaître. On peut exécuter ce que dit, mais on n'a pas une correspondance de Péguy qui nous dit la strophe numéro tant viendra avant celle-ci et après celle-là. Donc, on se tient au plus près des textes et c'est aussi, je pense, une perspective générale pour cette édition, c'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que nous avons fait. Donc, il fallait jouer avec la tradition, et donc on voit réapparaître en petits caractères et entre crochets un texte qui s'appelle Jeanne et Oviette.
si ce n'est que Jeanne et Oviette, ma foi, elles sont toutes deux présentes dans les Jeanne d'Arc de bout en bout. Mais on voit apparaître donc ces pages, aujourd'hui désignées comme pages retranchées sur manuscrit ou pages retranchées sur épreuve. On les a publiées à la suite des œuvres. On ne les avait évidemment pas publiées dans les œuvres à l'endroit où elles étaient. Cette hypothèse n'est pas absurde puisqu'elle a été réalisée. Elle a donné lieu dans les années, je ne sais pas quoi, 50, à une édition qui a été, ma foi, bien accueillie et qui est une pure reconstitution. On peut aussi reconstituer ce qu'aurait été la recherche du temps perdu si Proust n'avait pas été malade. Il est évident que ça aurait été peut-être plus proche de la comédie humaine que de la recherche du temps perdu. Mais voilà, il y a un moment où l'éditeur doit se montrer un peu modeste et convenir que les documents sont là et qu'ils nous imposent leur logique. C'est ce qui a été fait. Cette œuvre, elle est entièrement écrite en quatrains. Ce sont des quatrains. Voilà, vous et avez... Pauline Brulet a eu affaire à elle, non pas à des quatrains, pas du tout, mais à des quadrins. Oui. Dans Ève. Alors c'est un néologisme et pas à quelques quadrins, à 1911 quadrins. Alors les quadrins, ce sont des strophes de 4 vers, évidemment, mais vous nous direz peut-être, si vous voulez bien, d'où sort ce dé, le dé de cadré ou de cadrage, je ne sais pas. 1911 quadrins. Donc pour un poème, ça fait plus de 7500 vers, quelque chose comme ça. Pour un poème qui paraît, dans la différence générale, à la toute fin de l'année 1913, et qu'on pourrait avoir envie de désigner, si on le prenait en mauvaise part, en détournant l'un de ces vers, ça ressemble au le long bouillonnement des eaux intarissables. Il y a un vers qui dit ça. Ève, et vous le disiez tout à l'heure, Jean-Roger, c'est peut-être un des endroits où la veine épique est le plus évidente chez Peggy. Et Pauline Brulet s'interroge dans sa très belle notice sur ce texte sur mais qu'est-ce que c'est qu'écrire une épopée en 1913 quoi. Je vous retourne la question, qu'est-ce que c'est d'écrire une épopée? On croyait qu'en France, la Franciade et la Henriade étaient les œuvres les moins lues de Voltaire et de Ronsard et de Voltaire. On croyait que la veine épique s'était réfugiée dans le roman, dans certains aspects dans le roman, dans certaines pages de Hugo, bien sûr, dans certaines pages de Hugo, mais dans des pages poétiques ou romanesques, parce que, ma foi, la lutte de Gilliatt dans Les Travers de la mer, si ça n'est pas de la littérature épique, mais donc Peggy est aussi un auteur épique. Alors Peggy est un auteur épique, mais qui a dépassé, si je puis dire, c'est un peu banal, mais qui a dépassé l'épopée. Alors, parce que Peggy a lu Hugo, en effet, l'épopée pour Peggy, c'est Hugo. Toutes les citations des châtiments qui concernent l'épopée napoléonienne. Et donc, il y a vraiment un imaginaire épique qui est très fort. Et puis, il y a aussi par derrière Homère et Virgile, bien sûr. Virgile, dont le souvenir est plus tardif, parce qu'il commence par le trouver trop mou et trop sentimental. Mais au fur et à mesure où il devient lui-même sentimental, il revient à Virgile. Et donc, il a un véritable amour pour ces auteurs épiques. À l'époque de Peggy, il y a aussi des épopées qui font à la fois du Hugo, c'est-à-dire tous les livres bibliques de la légende des siècles, que Peggy connaît très bien aussi, et puis qui reprennent tout le travail historico-critique des positivistes, donc de tout ce qui va mettre en avant une lecture de la Bible travaillée par l'histoire. Et donc, il y a pas mal d'épopées qui sont bien oubliées aujourd'hui, qui paraissent à l'époque de Peggy. Mais Peggy va au-delà de cette épopée parce qu'il est désabusé, comme les personnages, comme les hommes qu'il décrit dans Ève. C'est-à-dire que cette épopée, déjà chez Hugo, il l'a vu dans La légende des siècles, morcelée. C'est-à-dire que Hugo fait une épopée morcelée. C'est pas une épopée qui va de l'alpha à l'oméga. Ce sont des sortes de noyaux narratifs qu'il reprend dans l'histoire humaine. Et puis, donc ça ne peut pas être totalisant. Et puis, c'est une épopée qui prend aussi, qui marque sa préférence pour les petits ou pour des héros paradoxaux. Donc il y a vraiment une métamorphose de l'épique au XIXe siècle. Et Ève est une épopée morcelée elle aussi et désabusée au sens où finalement les héros seront des hommes qui au fond prennent conscience de leur grande fragilité et dont la dignité réelle, c'est d'être façonnés par Dieu et d'être sauvés par celui qui est venu prendre leurs conditions.
Et donc, il y a vraiment toute une réflexion sur la résurrection de cette chair que Peggy voit tellement fragile. Et cette fragilité, c'est vraiment très poignant de la sentir en 1913, puisque on sait très bien ce qui se passe en 1914. Peggy, vraiment, a une conscience très forte à la fois de la fragilité de l'homme et de la grande noblesse que l'homme met à défendre ses idéaux, la liberté, la justice, dans sa pauvre terre. Et donc, je pense qu'en effet, ce sentiment épique de Peggy est d'autant plus poignant et intéressant pour nous que c'est un sentiment de 1913. Et c'est naturellement dans Ève que se trouve ces vers qui allaient être dessinés 10 mois plus tard à devenir le tombeau de Charles Péguy. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, etc. Vers qui, il faut le préciser, il a écrit avant sa mort et non pas après, comme voudraient nous le faire croire les gens qui tirent Péguy du côté des témoins de la Grande Guerre, comme un écrivain de la Grande Guerre. C'est Ève. Alors, il faut faire des confessions parfois. Moi, je n'avais jamais lu Ève avant de travailler intégralement avant de travailler pour cette édition. Eh bien, c'est fait. Je l'ai lu intégralement et j'ai même lu les quatrains retranchés. C'est une très grande œuvre. C'est une très grande œuvre qui, véritablement, devrait trouver un public large. C'est pas exactement ce qui se passe en janvier 14. En janvier 14, ou en début 14, Péguy déclare à je ne sais qui qu'il a vendu 2 exemplaires de l'ouvrage. 2 exemplaires. Je peux vous dire que les premiers romans se vendent mal, mais 2 exemplaires, c'est très peu, malgré tout. Et donc, il y a soit une indifférence, soit une incompréhension totale. C'est-à-dire qu'il y a des articles d'un humour corrosif, enfin, contre Péguy, etc. Et au fond, Ève est... Bon, c'est quasiment la clôture de notre volume, Ève. En tout cas, il y a un appendice à Ève. C'est, me semble-t-il, aussi l'illustration d'une sorte de destin de Péguy, c'est-à-dire les œuvres auxquelles il croyait ne touchent pas leur public dans l'immédiat. Ou bien elles le touchent et elles sont mal comprises. Ou bien il y a un effet de récupération dans cette récupération pendant les guerres, évidemment, et pendant l'occupation, notamment, avec des témoins lucides pour le voir. On pense à Bernanos, qui, en 1943, dit que Péguy est réduit maintenant à la triste condition d'accessoire pittoresque de la propagande cléricale. Ça n'est pas limité à l'occupation, c'est aussi une chose qui va durer. Et puis, en dehors de cette incompréhension, il y a aussi un effacement relatif de Péguy, qui fut un temps enseigné dans les écoles, qui ne l'est plus ou plus guère. Qu'est-ce que c'est que ce destin? Est-ce que c'est la marque d'une inactualité de tous les temps, c'est-à-dire inactualité en son temps, inactualité aujourd'hui, inactualité au sens de Nietzsche, vous savez, où ça consiste à Unzeigemaß, à apporter des réponses inactuelles aux problèmes actuels, c'est-à-dire des réponses qui sont à contre-courant des tendances actuelles. Au fond, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment sorti de cette incompréhension, Claire Dodin? Alors, il me semble qu'il faut souligner 2 points. Dans la réception de Péguy, il y a le problème de la récupération qui vient du fait que Péguy est mort trop tôt. C'est une banalité de le dire, mais il n'a pas survécu pour défendre son œuvre. Il est mort, il était encore assez peu connu comme écrivain, et donc la gloire, elle est venue de façon posthume, et parce que d'autres que lui ont forgé cette gloire. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que Péguy écrit dans des cadres ou hors cadre, enfin écrit d'une façon qui nous déconcerte, qui déconcertait ses contemporains, mais qui nous déconcerte aussi, et je ne soulignerai qu'une dimension, c'est le cas d'employer le mot, c'est la longueur de ces textes, qui semble aller à l'encontre de ce que pour nous est un poème, qui renvoie plutôt à un texte court, fermé sur lui-même, alors que la poétique de Péguy, c'est rigoureusement l'inverse. Donc pour dire 2 mots de cette problématique de la récupération qui a fait beaucoup de tort à l'œuvre de Péguy, notamment concernant sa poésie. Il faut rappeler là encore les conditions éditoriales. On en revient là. C'est pour ça que nous avons travaillé avec vraiment toujours en tête
cette responsabilité qui nous revenait en tant qu'éditeur. Et nous espérons bien sûr avoir été à la hauteur, mais nous ne savons pas si nous l'avons été. Nous avons cherché à l'être, mais nous sommes bien placés pour savoir l'impact qu'a dans la diffusion d'une œuvre, la manière dont elle est livrée au public. Et Péguy lui-même en avait pleinement conscience, puisqu'il a écrit des pages magnifiques dans un texte qui s'appelle Clio, dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, sur le destin des œuvres qui sont comme des petits lapins de Garenne entre nos mains, à nous, qui les lisons et qui pouvons les lire mal, ou encore pire, ne pas les lire. Donc voilà, la poésie de Péguy, elle s'est diffusée dans le public. Beaucoup d'entre vous, ou dans les générations antérieures, en connaissent, mais elle s'est diffusée d'une façon bien particulière, sous la forme de petits morceaux choisis, de petits découpages, et notamment à travers une collection qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait la collection catholique, chez Gallimard. Chez Gallimard, voilà, et qui a donné lieu à des fascicules dont les titres eux-mêmes en disent long sur l'orientation, Saint de France, Notre-Dame, Notre Seigneur. Vous voyez, donc on a non seulement découpé dans ces textes immenses, immenses à tout point de vue, que sont les poèmes en vers régulier ou en vers libre de Péguy, pour voilà, faire des petites compilations pieuses qui sont, je le crois, passées complètement à côté du souffle et même des révélations que pouvait nous apporter l'œuvre poétique de Péguy. Donc, voilà, c'est imposé aussi au public l'image d'un Péguy, poète dévot, alors que certains ont accueilli tout à fait positivement, d'autres tout à fait négativement, mais j'ai bien peur que les uns et les autres n'aient pas eu la chance de rencontrer l'œuvre dans sa vraie dimension. Alors justement, cette dimension qui surprenait les contemporains et qui peut nous désarçonner, nous aussi, elle est infinie, ces suites, ces milliers de vers, ces centaines de strophes, mais comment avoir le courage de se plonger dans cet océan? Alors il faut absolument avoir cette audace, hein, il faut se lancer, mais pour cela il faut accepter de renoncer à une définition de la poésie, comme je disais, comme close sur elle-même, petite. Hein. Péguy, c'est grand, c'est long, ça va loin. Péguy, c'est une poésie qui avance. On parle beaucoup de la répétition chez Péguy. Mais je n'aime pas trop ce terme parce que la répétition, c'est le ressassement, c'est la stagnation. Or, chez Péguy, il y a non seulement un rythme, mais il y a une dynamique, il y a une avancée. C'est la petite fille Espérance qui tire ses deux grandes sœurs. Hein, mais elle tire tout le poème, tous les poèmes chez Péguy, que ce soit les mystères qui ont des allures différentes, que ce soit ou bien les tapisseries avec ces alexandrins cadencés, dont Pauline a si bien parlé, qui épousent le rythme de la marche. Donc la longueur ne doit pas faire peur parce que elle est une avancée. Et j'en terminerai en mettant en avant deux mots, deux termes qui pour moi sont vraiment représentatifs de la poésie de Péguy et de son esthétique. C'est le terme de présentation. Bon, présentation de Paris à Notre-Dame, présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, c'est monument vraiment de la poésie française que l'on doit à Péguy. Présentation, ça veut dire que on n'est pas seul, ce n'est pas que le moi du poète qui s'ausculte, c'est toujours une communauté. Péguy, ses amis, ses enfants, le peuple de France, la cité, hein, qui est offert en hommage, alors offert à Notre-Dame, offert à Dieu, offert à nous autres lecteurs. Et l'autre mot, c'est celui de procession, qui revient énormément dans toute son œuvre poétique, et notamment dans les mystères sur lesquels j'ai plus particulièrement travaillé. Et cette idée de procession dit bien aussi l'avancée. Hein. Et donc je voudrais insister là-dessus, parce que pour moi, c'est ça qui me fait aimer la poésie de Péguy, c'est que c'est une poésie qui va quelque part, qui nous entraîne et qui fait peuple. Pauline disait que dans le vers régulier, Péguy rejoignait le langage de l'hymne communautaire. Je trouve ça très très juste. C'est pas seulement que la poésie de Péguy ressemble à
des prières. Hein, c'est pas seulement ça. C'est que la poésie de Peggy cherche un langage commun qui rassemble un peuple et qui le mène quelque part. Et pour finir, on a parlé d'Ève et de la résurrection des corps. Hein, il y a des strophes magnifiques. C'est pas si souvent qu'on trouve ce thème traité dans la poésie. Donc des espèces de levées, là, des morts vivants qui tout d'un coup se dressent au jour du jugement et qui, tous ensemble, traversent les lieux où ils ont vécu. Hein, on n'est pas du tout dans un autre monde. On croise la chaumière, qu'on reconnaît plus ou moins, les chemins fleuris qu'on a parcourus au temps de la vie. Et tous ensemble, on va vers ce royaume, ce paradis ou cette cité harmonieuse que Peggy a recherché tout au long de sa vie. Et vraiment, pour moi, c'est cela qui fait la valeur et la beauté de cette œuvre poétique. Merci pour toute précision. Nous n'aurons pas parlé de la chanson du droit de Dagobert, Mais je voulais chère à Jérôme Roger, et pas seulement à Jérôme Roger, mais... Puisque c'est un dialogue, est-ce que je peux dire quelque chose ou... il nous reste, je crois, 14 secondes. 14 je vous en secondes. prie. Oui, non, puisque je pensais qu'on aurait davantage de temps pour parler de pourquoi lire Peggy, j'avais noté pour ma part, parce que c'est de l'expérience quand même, la lecture. Je veux dire, personne n'obligera, ne vous obligera à lire Peggy. Pour ce qui me concerne, je crois que c'est qu'il communique à son lecteur, je résume, l'expérience des commencements. Voilà, parce que c'est quelqu'un, bien évidemment, qui a ce travail de répétition. Mais qu'est-ce que c'est que cette répétition? Il vous communique le sentiment de la durée en train de se faire. Et donc ça commence toujours avec Peggy, ça recommence, ça commence toujours. Alors ça rejoint l'espérance, ça rejoint l'enfance. Hein. Puis une deuxième chose, c'est quelqu'un qui a une claire conscience de son génie, Peggy. Mais seulement il sait que le génie, c'est pas la propriété de l'auteur, il en parle en des termes magnifiques. Hein, le génie, c'est dicté, c'est quelqu'un. Mais en plus, alors ça évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas donné à peu de poètes, c'est que ce génie lui permet, je ne sais trop comment, dans l'expérience même de l'écriture, de toucher à quelque chose qui s'appelle la grâce. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre et dans les mystères et parfois même dans la prose. Enfin, voilà, donc c'est une expérience. On ne peut pas l'imposer. Et c'est pas une question de longueur, d'ailleurs. C'est pas une question de longueur ni de oui, c'est infini dans ce sens-là, puisque c'est l'expérience des commencements. Voilà, excusez-moi. Nous terminons sur l'infini, c'est ma foi, c'est une fin qui se défend. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Et merci à vous.